les questions, je vais vous les poser directement à vous. Ouais, mais on est bien arrivé alors. Ah ouais, non, mais ça fait rien. Ça fait rien. C'est pas des questions très techniques. Hein. C'est en direct sur Facebook, David. Voilà. Donc, je suis archéologue au musée. Donc, je travaille spécialement au Fils-Marie dans Europe. Et en 2011, quand on a participé à la fête du Chaland à Arleron 3, on avait des centaines de milliers de céramiques. Et parmi ces centaines de milliers de céramiques, on a trouvé cet objet. Objet extrêmement singulier, très étonnant, et qui pourtant change l'histoire du commerce dans l'Antiquité. C'est-à-dire que ça change vraiment la donne. Donc, est-ce que, comme ça, bon, vous voyez qu'il est cassé, hein, vous voyez qu'il est cassé, il est creux, il y a des petits trous. Donc, comme ça, déjà, est-ce que vous avez une idée de la fonction? Ce que ça peut être. C'est compliqué, là, c'est cassé. Nous, pour vous donner un exemple, au début, on avait marqué salière, on l'avait mis dans la base informatique. Comme ça, en tapant salière, on allait retrouver l'objet pour l'étudier. Pendant longtemps, c'est resté au titre de salière, parce qu'on n'avait aucune idée de ce que c'était. Après, on en a trouvé un deuxième. Non. Alors le deuxième, vous voyez, il est différent. Vous voyez la forme. Il y a des petits trous, pareil. Et là, on voit un départ de tube. Vous pouvez imaginer qu'on avait un tube. Donc là, encore une fois, vous avez une idée. C'est pas évident. Nous, on n'avait pas trouvé, et à bout de vrai, on n'avait même pas d'idée. C'est un liquide ou un solide qui était dedans? C'est un liquide. Donc c'est pas l'huile. Mais attendez. Ensuite, on a trouvé une épave, les Lardier 4, naufragé près de Fréjus, où il y avait deux objets entiers cette fois-ci. Donc l'objet, grâce à l'imprimante 3D, on a pu le reconstituer. Vous voyez, on est parti de celui-là et on a pu faire cette pipette. Donc d'après vous, maintenant que c'est creux, vous avez des petits trous, vous savez qu'ici il y a un réservoir, il y a un tube. D'après vous, c'est quoi? Quelle peut être la fonction de cet objet? Alors je vais vous donner un indice. On en a trouvé deux dans le port d'Arles, donc c'est un contexte portuaire, commercial, et on en a trouvé deux sur un bateau de commerce. Donc c'est un rapport avec le commerce. D'accord? Donc quelle est la fonction de cet objet d'après vous? Nous on a dit tout et n'importe quoi. Hein. Donc vous pouvez dire... on avait même un ami qui m'avait dit que ça pouvait servir à tisser, parce qu'il imaginait un fil, sauf que celui-là qui est un objet identique, on voit bien que la forme elle est complètement imaginaire, elle est décorative. Ça n'a rien à voir. Là, il n'y avait rien qui passait. Donc, est-ce que vous avez une idée? Un tampon? Un objet pour fumer? Donc, vous m'avez dit quelque chose, c'est un rapport avec le liquide. C'est vrai, c'est un rapport avec le liquide. Mais comment ça peut se présenter? À quoi ça peut servir? Tester? Pour tester une viscosité. Non, c'est pas. Alors, c'est pour tester, effectivement, ça sert à tester. C'est pas la viscosité. Et c'est un rapport avec un liquide. Et c'est un objet, je vous le répète, qui change l'histoire du commerce de l'Antiquité. C'est-à-dire que ça a une importance absolument phénoménale. On a compris la fonction, et après, on va essayer d'aller plus loin. Donc, est-ce que vous séchez? Est-ce que vous ne trouvez pas la nature de... Vous regardez, je vous ai interrogé, vous avez tourné la tête. Mais je vais vous dire une chose. Nous, pendant longtemps, on n'a pas compris. On n'a pas compris du tout. Ah, d'accord, d'accord. Bon, je vous donne la réponse. Donc en fait cet objet, on immerge, on met le doigt, ça fait appel d'air, et quand on lâche le doigt, c'est une pipette. D'accord? Donc maintenant, la question qu'il faut se poser maintenant, à quoi ça sert une pipette? Pourquoi on trouve une pipette dans un contexte portuaire, donc dans un contexte commercial, et pourquoi on trouve deux pipettes sur un bateau de commerce? Donc, ça sert à prélever un liquide. Dans quel conteneur? Quel est le conteneur? Le vin, d'accord. C'est du vin, c'est un test vin. Mais pourquoi utiliser un tel instrument? Non, mais la vraie question à se poser, c'est quel est le conteneur qui oblige l'utilisation de cet instrument? Par exemple, vous avez un dolium, c'est une ouverture comme ça. Vous n'allez pas utiliser une pipette. Vous prenez une tasse. Vous avez une amphore. Une amphore, une fois qu'elle est ouverte, vous l'inclinez, vous récupérez le liquide. Donc quel est le conteneur qui oblige à utiliser cet instrument? En fait, il faut être logique. Ce conteneur, il doit avoir une ouverture qui correspond pile poil au diamètre de la pipette. Autrement, aucun intérêt. Donc on met le truc et on soulève. Le deuxième élément, c'est que le conteneur, il doit être énorme
au point qu'on ne puisse pas le basculer comme une amphore. Non, c'est pas une question de hauteur. Donc quel est le conteneur qui est énorme et qui pourtant a une ouverture qui se réduit à ça? Tonneau. Exactement. Donc vous avez Un quoi? effectivement le tonneau. Vous avez une ouverture qui fait 5-6 cm. Et les pipettes font 4,7, 4,9. Il faut savoir que le tonneau, pour nous, c'est le conteneur fantôme. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à le retrouver parce qu'il est en bois, parce que le cerclage dans l'Antiquité, ils étaient en bois. Les seuls tonneaux qu'on a pu identifier, il y en a 250, c'est sur le Rhin et sur le Danube. On a pu les retrouver parce qu'en fait, ils ont été réutilisés par l'armée romaine comme puits. Donc ils les ont recyclés dans des puits, c'était en terrain humide et on a pu les retrouver. Donc on est entre moins 10 et 140 après. Et une fois que l'armée va concevoir les puits en pierre, donc on les retrouve vraiment dans des contextes très particuliers. Donc effectivement, cette pipette pourrait, pour la première fois, marquer la présence du tonneau AA au 1er siècle après Jésus-Christ. Après, comment aller plus loin? Comment essayer de vérifier cette hypothèse? C'est une hypothèse pour l'instant, on est basé juste sur de la logique. Donc ce qu'il fallait faire, c'est faire une recherche iconographique de tous les bas-reliefs, les mosaïques, des peintures murales, pour voir si on avait le tonneau et la pipette associés. Donc là, c'est la preuve incontestable. Et effectivement, à force de chercher, on a trouvé ce bas-relief, c'est un bas-relief de sarcophage. On voit les tonneaux au milieu. On voit ici quelqu'un qui tend une bourse pour acheter les tonneaux. Là, il lui tend une coupe pour goûter, parce que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de vente sans dégustation. Et ici, vous pouvez vous rapprocher, vous avez notre fameuse pipette, qui était identifiée comme une pipette. Je vous la montre ici. Vous avez donc la bourse, les tonneaux, la coupe pour goûter, et ici, vous avez la pipette. Donc c'est la preuve incontestable que cet objet nous permet de prouver la présence indirecte des tonneaux. Non, c'est un bas-relief d'Ancône qui date du 3e siècle après Jésus-Christ. Après, je vais vous présenter une autre découverte, et à chaque fois je le dis, c'est pour moi aussi important que le buste de César. C'est un objet qui est dans les regards. C'est une cruche qui est cassée, qui est fragmentée. Il y a juste ça. Sauf que sur cette cruche, de manière assez exceptionnelle, on avait 2 lignes inscrites. Ces 2 lignes, les voici. Je les ai agrandies. D'accord? Donc on n'arrivait pas à les lire, on a fait une photographie infrarouge qui nous a permis de les lire et on a découvert Albe, Valérie, Proculi, Dol, 140, Sexagenaria. Autrement dit, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Les seuls éléments, c'était que Albe, bon, ça peut être l'adjectif albus blanc, ça veut dire blanc, mais dans les inscriptions peines, souvent c'est abrégé, c'est-à-dire qu'on a les premières lettres et on doit deviner la suite du mot. Donc ensuite, on avait Valérie Proculi. Donc Valérie Proculi, c'est Valerius Proculus, un nom, un surnom. Sauf que c'est au génitif, donc c'est une valeur de possession. Donc on savait que la cruche appartenait à Valerius Proculus et qu'elle contenait Albe, mais on ne sait pas ce que c'est. Dessous, on avait Dol, Dol c'est les Gauliens, ça pouvait être que ça, les grosses jarres. 140 et Sexagenaria, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Dans le dictionnaire, on avait indiqué un rapport avec 60. Mais un rapport avec 60, 140, Dolium, Dolia, on ne savait pas. Donc pendant longtemps, c'est resté mystérieux. Et dans un texte de Caton, qui est un agronome latin, j'ai trouvé l'expression Dolium quadragenarium, Dolium quinquagenarium. Ça voulait dire des dolias de capacité de 40 et 50 ions. Donc si j'avais Dolium quadragenarium, Dolium quinquagenarium chez Caton, ici j'avais Sexagenaria au pluriel, donc j'avais 140 dolias de 60 ions. Donc 140 dolias de 60 ions, ça fait 1100 hectolitres. La cruche, elle est comme ça. Donc du coup, ça faisait de cette cruche un échantillon commercial d'un personnage qui s'appelle Valerius Proculus, qui exporte 1100 hectolitres de quelque chose, d'un liquide, et qui commence par Albe. Donc ensuite, il fallait s'interroger sur Albe. Alors, quand on ne sait pas, on regarde tout ce qui existe au niveau des inscriptions. Il y avait 3 possibilités. Il y avait Oliva alba, olive blanche. Mais bon, une olive, on peut la mettre dans la cruche, on ne peut pas la récupérer. Donc on a éliminé cette hypothèse. La deuxième, c'était Baiterens album, qui veut dire du vin blanc de Béziers. Donc ça, c'était intéressant. Du vin dans une cruche, c'était possible. Sauf que ici, on a un A qui a une très belle calligraphie. Et quand on a un A qui est aussi bien calligraphié, ça annonce le début de la ligne. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas supposer qu'on avait un substantif ici qui s'était effacé. Donc vous ne pouvez pas avoir Béziers, par exemple. Donc cette hypothèse a été éliminée. Comme il n'y avait pas d'autres inscriptions qui commençaient par Albe, il fallait prendre le dictionnaire latin, commencer par Albe et voir tous les mots, mais c'est ça, tous les mots qui pouvaient correspondre à quelque chose qui puisse rentrer dans une cruche. Le seul mot, c'était albanum.
Et Albanum, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un très grand cru d'Italie, de la côte tyrrhénienne des Monts Alpins. Et si vous voulez, on a des auteurs comme Columel ou Pite qui listent des très grands crus, les bons vins, les vins moyens et la piquette. Et l'Albanum fait partie des très grands vins, quelque chose qui était très cher. Donc là, potentiellement, on avait un producteur, Valerius Populus, qui exporte 1100 hectolitres d'Albanum. Ça devenait quand même assez énorme. Donc comment vérifier cette hypothèse? Au début, Valérie, si vous voulez, c'est du bon, du rang, il y en a des centaines de milliers, ça semblait impossible de faire la recherche. Des Valerius Populus, il y en avait un peu moins. Mais sauf que là, on avait trois indices. On cherchait un Valerius Populus qui appartienne à la chronologie de la cruche. On était entre 50 et 140 après Jésus-Christ. Donc déjà, le nombre de Valerius Populus se réduit. Ensuite, on cherchait un statut important, des grands propriétaires fonciers. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui peut avoir un tel domaine. Ça fait partie des plus hauts responsables. Donc du coup, statut important, la recherche diminue. Et ensuite, on cherchait ce personnage au pied des monts Alpins. S'il produit l'Albanum, il ne peut pas être ailleurs. Donc du coup, la recherche était très réduite. À ce moment-là, ça valait le coup de faire une recherche onomastique de ce nom, dans toutes les bases épigraphiques. Et là, on est tombé sur un Valerius Populus, un Caius Valerius Populus, qui finit sa carrière en 143 comme préfet d'Égypte. Préfet d'Égypte, personnage extrêmement important. Il finit sa carrière en 143, donc du coup il a pu très bien commercialiser entre 90, 110, 120 après, ça colle avec la chronologie, et la stèle, elle a été retrouvée au pied des monts Alpins. Donc là, on est pratiquement assuré qu'effectivement, on a retrouvé ce Valerius Populus, qu'il exportait effectivement de l'Albanum et dans des quantités énormes. Et là, on s'est retrouvé face à un problème. Si c'est vrai, pourquoi on n'a pas des amphores qui viennent d'Italie? On n'a aucune amphore qui vient d'Italie dans l'Europe. On en a peut-être une quinzaine, donc ça ne colle pas. Donc là, on était face à un problème. Et à partir de là, on avait envisagé l'hypothèse que ces grands crus arrivaient en tonnes. Donc vous voyez maintenant le rapport avec la cruche. Et ce qu'il y a encore d'assez extraordinaire, c'est que tous les grands crus italiens, les grands vins, c'était des vins blancs. Des vins blancs, on peut madériser. On le sait par les analyses, on le sait par l'étude fine des textes, que les grands crus, c'est que des vins blancs. Du coup, on a fait analyser l'intérieur de la pipette. Et le résultat est arrivé il y a 3 jours, ça c'est vrai. Et le chimiste m'a dit, écoute, à l'intérieur de cette pipette, on a retrouvé du vin blanc. Donc c'est la première fois, on a fait 50 analyses, c'est la première fois qu'ils trouvent du vin blanc. Donc du coup, on a peut-être aujourd'hui la preuve que l'Italie, alors qu'on croyait que l'exportation des amphores italiennes concernait surtout le deuxième avant, où on n'avait que des amphores italiennes, et ils exportaient que du vin rouge, c'est-à-dire le vin rouge que eux ne trouvaient plutôt dégueulasse et qui pour les Gaulois était apprécié. Du coup, on a la preuve qu'au 1er siècle après, face à la concurrence du marché gaulois, puisqu'on a d'un coup des amphores gauloises, eh l'Italie continuait à exporter. Elle exportait en tonneau et elle exportait des grands crus, des vins blancs, parce qu'il y avait un marché, malgré la concurrence gauloise, pour un vin qui avait encore un prestige. Je parle d'Albanum, du Falerne, des très grands crus italiens qui, bien sûr, pouvaient, au travers de ce marché gaulois, trouver une part de marché. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et si vous avez des questions...